À quoi bon la musique? À quoi bon la peinture? Qui aurait la folie de préférer Mozart à Monsieur Carrel? Et Michel-Ange à l'inventaire de la moutarde blanche? Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Théophile Gautier, préface de Madame de Maupin, 1880. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de L'Art pour l'Art, le podcast qui s'interroge sur le rôle qu'on attribue à l'art aujourd'hui. Je m'appelle Nathalie Gardner-Roberts et j'animerai cette émission avec Lou Skelbut. Bonjour. Et pour ce tout premier épisode, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Harry Bailey. Bonjour. Bonjour monsieur. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes historien de l'art et journaliste culturel pour Le Monde. Vous avez travaillé pour la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence, dont nous allons recevoir l'héritière prochainement. Vous avez également travaillé pour le Centre Pompidou et en tant qu'écrivain, vous avez aussi publié de nombreux ouvrages, tant des romans historiques et policiers que des écrits sur l'art, dont une monographie sur Yvan Messac publiée en 2005 chez Somogy Éditions d'Art. Nous avons entendu en début d'émission un célèbre passage de Théophile Gautier tiré de la préface de Madame de Maupin. Et nous voulions savoir ce que vous pensiez de cet adage « tout ce qui est utile est laid ». Je pourrais vous renvoyer à un célèbre designer du XXe siècle qui disait la laideur se vend mal. Donc Gautier, c'est Gautier bien sûr. Je ne suis pas certain que ce soit parole d'évangile. Nous attribuons de plus en plus à l'art un rôle de messager. L'art serait un des médias privilégiés pour faire passer une forme d'engagement, de revendication. Je pense par exemple à Banksy, célèbre street artiste britannique, connu pour son art satirique urbain. Dans ce cas, le message, la critique, prend le dessus sur l'acte plastique lui-même, et même sur l'artiste, puisque Lucie est anonyme. Peut-on entendre que son engagement compte plus que lui et son talent, mais aussi que l'œuvre engagée est pour l'artiste une forme de responsabilité vis-à-vis de son public ? Je crois que le premier public d'un artiste, c'est lui-même. Un ami d'Yvan Messac, je pense à Gérard Fromanger, m'avait dit un jour la partie la plus importante de mon atelier, c'est le fauteuil où je m'assieds pour regarder ce que je suis en train de peindre. Donc oui, il y a une responsabilité vis-à-vis de lui-même. À partir du moment où il fait son œuvre comme ce qu'on appelait autrefois des compromissions, je pense qu'elle peut trouver son public. Et donc les responsabilités sont transférées d'une certaine façon. C'est un transfert de responsabilité. Son engagement compterait plus pour lui que le talent plastique en lui-même ? Dans certains cas, c'est le cas. J'ai connu ça dans certains. Il y a certains mouvements, évidemment. Je pense aux réalistes socialistes, la peinture soviétique notamment, mais pas seulement. Marx et ses suiveurs ont eu des paroles très dures contre la phrase de Gautier. Je crois que le pire, c'était Mao Tse-tung, qui n'aimait pas ça du tout, l'art pour l'art. Bon. Et donc, oui, on peut imaginer des œuvres moches, mais importantes. C'est tout à fait possible. On peut imaginer aussi des œuvres très belles, mais anodines. Ça existe sûrement. Je ne citerai pas d'exemple, je vais me fâcher avec personne. Mais c'est tout à fait possible aussi. C'est la limite de la théorie de l'art pour l'art. Et cette théorie de l'art pour l'art, vous la définirez comment ? Justement, vous avez dit en tant qu'historien de l'art, vous voyez ça plutôt comme une période ? C'est une période, oui, c'est une période, bon, Gautier, mais d'autres artistes que lui, plutôt écrivain d'ailleurs que peintre. Hein. Les peintres se sont rarement posé la question en ces termes, en tout cas pas aussi violent, plutôt poète. Je crois me souvenir que Edgar Poe avait beaucoup travaillé la question. Le poème qui s'écrit pour lui-même, bon, ce qui est vrai et pas vrai. Il s'écrit pour lui-même, mais il y a quand même des gens qui vont le lire. Enfin, on peut l'espérer. Bon, et ces gens qui vont le lire, le poème, puisqu'il est très beau, puisqu'il a été écrit pour lui-même, risque de susciter, ça c'est le danger, des émotions. Bon, et à ce moment-là, la théorie est par terre. Si ça suscite des émotions chez les gens, ça n'est plus de l'art pour l'art. C'est autre chose. C'est un vecteur d'émotions. Ce serait la théorie de Sartre par rapport à l'art, du coup. De ce qu'il définit. Alors, dans laquelle ? Il en a plusieurs. Ce qu'il définit dans Qu'est-ce que la littérature ? Rappelez-la-moi, parce que Sartre, ça remonte à mes années d'avant étudiant. Hein. Il y a très longtemps. Quand il fait la différence entre un prosateur et un véritable poète, quand le prosateur s'engage réellement vis-à-vis de son public, il porte cette responsabilité.
Mais le poète en lui-même, c'est ce que vous disiez, le poème s'écrit pour lui-même et il n'est fait que pour être beau. Oui, mais encore une fois qu'il sera lu, c'est-à-dire qu'il échappe à son auteur, il risque, de par sa beauté même, de susciter des émotions. Et à ce moment-là, donc, il a une fonction, celle de susciter D'accord. des émotions. Et donc, c'est plus de l'art pour l'art. D'accord. C'est QFD. Oui. Oui. Non, c'est pour ça que l'art pour l'art, je vous disais avant qu'on se rencontre presque en vrai, je vous disais que c'est une théorie sur laquelle j'étais extrêmement, sinon critique. Pour moi, elle n'est pas utile. Je veux dire, dans mon fonctionnement quotidien, j'adore regarder un coucher de soleil, mais voilà, ça peut être ça l'art pour l'art. Encore que le coucher de soleil suscitant des émotions, qui ait créé le coucher de soleil a raté son but s'il l'entendait être juste beau. Auriez-vous un exemple d'œuvre qui, pour vous, ne suscite pas d'émotion, une œuvre qui est juste purement, qui rentre dans la théorie de l'art pour l'art? Ben, j'en vois pas. Ou alors si, les mauvais tableaux. D'accord, oui. Je veux dire, encore, ils suscitent le rejet. Donc, c'est même ceux-là. Bon, si je pourrais vous donner un exemple, je ne citerai pas le nom du peintre parce qu'il est encore en vie et ça serait mal de ma part, mais c'est un exemple d'échec personnel. Donc, je peux m'en servir. J'étais allé voir une exposition dans un musée et dans l'intention d'en rendre compte. Bien. Je visite l'exposition et je trouve toutes les œuvres très belles, mais vraiment très belles. Certaines même jolies, c'est encore pire. Ça, ne dites jamais à Edgar Degas qu'un de ses tableaux est joli, ça l'aurait rendu fou. Bon. Et je m'attable, non pas pour manger, mais pour rédiger l'article. Et là, je suis totalement bloqué. Qu'est-ce que je raconte à mes lecteurs une fois que j'ai dit qu'elle était jolie, voire belle? Bon, c'est foutu. Et donc, j'ai pas fait l'article. L'artiste était triste, le musée aussi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est beau. Bon. Là, c'est vous qui vous êtes retrouvé démuni face à la beauté d'une œuvre. Complètement. La beauté m'a laissé silencieux. Et je vous assure que c'est rare. Oui. Donc c'est un pari réussi pour cet artiste-là. Oui, mais raté pour le compte rendu. Oui. Très relatif du coup. L'artiste aura déçu les historiens de l'art, mais peut-être le spectateur en recherche purement de beauté, justement, d'une forme de rêve et d'évasion. Vous avez parfaitement raison, et puis j'y ajouterai l'acheteur, parce que c'est un garçon qui vend ses œuvres comme des petits pains. Donc il y a un tas de gens qui trouvent que la beauté a un prix, enfin qui sont prêts à payer en tout cas. Bien. Maintenant, là aussi, du coup, ça limite un peu la pureté du propos, parce que à partir du moment où l'œuvre entre dans un circuit marchand, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est toujours indépendante? Je veux dire toujours pure et une beauté sans... Voilà, de la même façon que l'art peut susciter, l'art pour l'art peut susciter des émotions et donc perdre son statut d'art pour l'art. L'art pour l'art qui devient une marchandise, est-il encore de l'art pour l'art? Oui, parce qu'il a un prix désormais. Oui. Et qui peut rentrer dans une valeur spéculative, quoi. Enfin, ou spéculative ou pas d'ailleurs, c'est pas... Voilà. Mais je suis très content pour lui qu'il, même s'il a du mal à susciter mes commentaires, qu'il suscite l'intérêt des acheteurs. Est-ce que vous pourriez qualifier, en fait, à la manière de Walter Benjamin, qui disait que l'œuvre d'art a une aura, et à partir du moment où elle rentre dans le circuit marchand, elle perd justement cette aura? Non. Le circuit marchand contribue à l'aura. Regardez ce que l'on... Aujourd'hui, on n'écrit plus d'une vente importante que le tableau est important. On dit qu'il a fait tant de millions de dollars. D'accord. Et c'est ça qui procure l'aura. C'est pas le... Je me souviens de l'avoir vécu vraiment la première fois de manière un peu choquée, parce que pourtant je ne choque pas facilement. Hein. Mais c'est passé dans un musée, donc j'étais un peu surpris de voir que le musée communiquait. Là, je peux le citer, c'était le musée Astrup Fearnley à Oslo, qui venait à l'époque d'acheter un Jeff Koons qui était déjà un record mondial. Il a fait beaucoup mieux depuis. Hein. Et le musée communiquait sur le prix d'achat, pas sur le sens de l'œuvre, si tant est qu'il y en ait un,
C'était la sculpture en porcelaine qui représente Michael Jackson avec son singe Bubbles. Et donc, on ne parlait pas de l'œuvre, non, on parlait du prix. D'accord. Et c'est le prix qui donnait l'importance, en fait. L'importance, y compris l'importance artistique, d'une certaine façon. Donc, vous voyez, non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. On a récemment dépassé, non, un record, je suis plus au fait de... Ah, mais c'est chaque année, hein. Ouais. Non, ça c'est marrant. D'accord. Ouais. Et un autre artiste qui parfois peut laisser un peu dépasser, sur qui vous avez fait des travaux, est Yves Klein, Mais, artiste peintre français connu pour son aventure monochrome. hum, Et justement, ces œuvres monochromes qui sont également appelées parfois vides, peut-on dire qu'elles portent une symbolique particulière autre que celle d'être belle ou... Enfin, en fait, finalement, que dit le vide Ah oui, à travers oui, ces œuvres? mais écoutez, Klein, l'exemple est merveilleux parce que effectivement, quand vous êtes devant un monochrome bleu, et ça est arrivé récemment, un membre de ma famille, qui est un garçon brillant, ingénieur et tout ce qu'il faut, mais qui visiblement n'avait pas mis les pieds souvent dans un musée, m'a envoyé une photo d'un monochrome bleu de Klein en me disant « Mais c'est quoi ça ?» Alors, ça va me prendre un peu de temps pour lui expliquer, et je ne le ferai pas à vous, parce que vous connaissez le c'est quoi ça. Mais voilà, ça prouve que ça peut encore surprendre, y compris des gens... Mais nos auditeurs ne connaissent peut-être pas forcément l'œuvre Klein. de Bon, Klein. alors, je ne vais pas non plus vous faire le résumé de tout, parce que c'est beaucoup. Mais disons que quand il fait ces monochromes, d'abord, elles ne sont pas toujours bleues. Il y en a des roses, il y en a des dorés. Il aimait beaucoup l'or. Et d'ailleurs, et c'est là que je voulais en venir, il y a un objet de Klein qui reprend d'ailleurs les trois couleurs, l'or, ça c'est de l'or véritable, le fameux bleu qu'il avait mis au point, qui est un bleu très spécifique, et le rose, alors qui est un rose tout à fait honnête, hein. Et il avait réuni ça en trois petits lingots, des petits formats verticaux, et il l'avait déposé comme ex-voto dans une chapelle dédiée à Sainte Rita. Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées. C'est qu'il avait une exposition juste après et il n'était pas très certain que ça allait fonctionner. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que Yves Klein était catholique au sens très traditionnel du terme. Je ne sais pas si c'était avant Vatican II ou pas, mais enfin, des catholiques aujourd'hui pratiquants qui déposent des ex-votos, c'est encore plus rare que ce le fut. Et on a affaire là à un garçon qui est imprégné d'une très profonde spiritualité. Le bleu, c'est le ciel, mais c'est lui qui le dit. C'est-à-dire ce sont des trois artistes qui sont amis. Il y a Armand, il y a Klein et un autre qu'on a malheureusement un peu oublié, d'ailleurs dont je me souviens plus le nom, qui se retrouvent sur une plage. Ils sont tous originaires de Nice, ils sont jeunes, ils ont 20 ans, ils sont sur cette plage, et chacun signe, s'approprie une partie du monde. Et Klein choisit le ciel. D'accord. Donc le ciel, c'est moi je prends ça. Et comme vous le savez, à Nice, le ciel est souvent bleu. Ça a donné du bleu. Alors, c'est vrai que si on n'est pas préparé à ça, on peut tout à fait être un peu pantois devant un tableau tout bleu, qui n'est pas un rectangle exact. Hein, il rognait toujours les angles pour faire qu'il soit un peu arrondi, mais qui a une matière très particulière et un bleu qui n'existe nulle part ailleurs. Le bleu est déposé, hein, c'est le International Klein Blue, c'est presque une marque. Bon. Bon, après, le tableau fonctionne ou pas. Visiblement, dans le cas de mon cousin lointain, ça ne fonctionne pas. Mais on peut parfaitement s'asseoir devant un monochrome bleu et attendre qu'il se passe quelque chose, exactement comme on le fait devant un coucher de soleil. Sauf que là, il se passe quelque chose. Le soleil bouge. Klein, je crois qu'il y en a un qui bouge parce qu'il l'avait fait en collaboration avec Tinguely et celui-là gigote. Mais Klein, non, c'est totalement statique. Mais il peut se passer quelque chose. C'est de la même façon qu'il peut se passer quelque chose quand je me souviens de la première fois que j'avais vu, j'étais jeune, un triptyque de Pierre Soulages qui était au Centre Pompidou. Heureusement que j'étais jeune parce qu'il a fallu que je m'assoie et qu'évidemment à l'époque le Centre Pompidou n'avait pas prévu de siège pour ses clients. Donc je me suis assis par terre et je suis resté 1 heure à essayer de comprendre ce grand tableau tout noir. J'ai pas compris, mais j'ai regardé.
Donc, en fait, ça fonctionne un peu comme un mandala. Votre regard se perd dans le tableau ou pas, mais bon. Et puis, ça commence à agiter certaines zones du cerveau. Alors là, il faut en parler avec des neuroscientifiques, mais je sais que certains travaillent sur le sujet. L'art active des champs particuliers du cerveau qui ne sont pas toujours réveillés autrement. Et il semblerait que ça provoque de la joie ou du bonheur. Bon. Et encore une fois, ou des émotions. Et encore une fois, à partir du moment où ça provoque quelque chose, ça n'est plus de l'art pour l'art, de mon point de vue. Oui, d'accord. Bah justement, vous parlez de toutes ces émotions que le bleu suscite. Vous parlez vous-même de révolution bleue dans un de vos articles pour Le Monde. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai dû le reprendre à Restani, j'imagine, qui était notre père à tous. Oui, parce que ça a surpris tout le monde. Ça, c'est un point historique. C'est-à-dire que Klein était lui-même fils de peintre. Sa mère, Marie Raymond, était un peintre abstrait qui avait un certain succès à l'époque. Le jeune Klein étant totalement inconnu. L'abstraction à Paris dans les années 50 était quasiment la fraction dominante. Mais dans l'abstraction, il y a toujours quelque chose. Et rarement le monochrome, c'est lui, quoi. Il y en avait eu d'autres avant, mais bon, c'est anecdotique. Et quand le jeune homme montre dans un salon, je crois que c'était le salon des réalités nouvelles, ces monochromes, on les refuse. Alors comme c'est le fils d'une peintre connue et estimée, on lui conseille, et que c'est un petit jeune, on peut pas rajouter un petit point rouge ou un petit... Bon, il les envoie promener. Mais même les abstraits des années 50 sont déroutés devant un monochrome. Bon, depuis, on en a vu d'autres. Mais voilà, donc c'est une révolution, oui, d'une certaine façon. Vous pensez qu'on donne la même place aux artistes dits abstraits qu'à d'autres ouvertement engagés, par exemple ? Oui, parce qu'il y a des artistes abstraits engagés. Je pense c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, non seulement l'œuvre, mais l'homme était formidable aussi. C'est mort maintenant, il s'appelait Gottfried Honegger. Il a fait une énorme donation et créé un musée dans le sud de la France, à Montsartou, c'est l'espace de l'art concret, je vous le recommande. Et Gottfried était persuadé, alors abstrait, géométrique généralement, et parfois même monochrome, pas toujours. Et il était persuadé qu'il créait de la beauté pour servir la société. C'était, pour lui, il était important. Il disait, j'étais enfant en Suisse dans un paysage de montagne idyllique. Je suis né et j'ai grandi environné de beauté. Et la beauté m'a formé. Et sous-entendu, m'a formé à l'humanité. Et donc, il était persuadé qu'un enfant qui grandissait dans un contexte moche ne pouvait faire que des choses moches. Et son idéal, c'était de rendre de sa beauté au monde et par là même aux hommes. Donc il y avait une volonté politique au point d'ailleurs qu'un collectionneur assez connu, il s'agit de François Pinault, qui connaissait l'histoire et qui collectionnait Honegger, avait accroché un Honegger dans son bureau. Il m'avait raconté qu'il le faisait exprès parce que il voulait déstabiliser ses visiteurs, parce que c'est toujours important de déstabiliser les gens avec qui on est en affaires, en leur montrant un peintre qu'il considérait comme d'extrême gauche. Bien. Et le problème, c'est que ses visiteurs n'étaient pas au courant. Donc les visiteurs, ils voyaient un grand tableau tout rouge, ça ne les inquiétait pas, quoi. Et lui, ça le travaillait, donc il était obligé de le déplacer parce qu'il y avait que lui qui était déstabilisé. Donc c'est possible. Et pensez-vous que ces travaux soient destinés plutôt à un public particulier, une forme de niche dans les spectateurs ? Oui et non, parce que évidemment, ça demande toujours un certain entraînement, mais ce que disait Picasso, comprenez pas ma peinture, mais est-ce que vous comprenez le chinois ? Non, apprenez le chinois. Voilà, bon, c'est un peu facile à dire, mais est-ce que... Je me souviens, j'ai été enseignant aussi, et je faisais des cours d'histoire de l'art assez traditionnels, ma foi, et un jour, je projette un tableau de Nicolas Poussin, c'était Orphée et Eurydice. Et je demande à mes étudiants, c'est des étudiants quand même, passer le bac, de me le commenter. Et il y a ceux qui savaient l'orthographe, ils se sont dit, ils comprenaient rien évidemment, les malheureux, parce qu'ils savaient l'orthographe, mais ils n'avaient pas lu les mythes grecs. Et ils se sont dit, Orphée et eux, ça doit être la dame. Voilà. Et donc ils m'ont inversé les personnages.
Je me suis retrouvé avec Eurydice, Juon de la lyre et Orphée se faisant mordre par le serpent. Bon, voilà ce que je veux dire, c'est que même s'il est figuratif, le tableau demande un minimum de code culturel commun. Je pense que si un martien débarque dans une église sur Terre et voit une crucifixion, il va penser, et il aura raison, qu'on était tous des barbares. Si en plus on essaie de l'initier au mystère de l'Eucharistie, il va penser qu'on est des cannibales. Voilà, donc si on n'a pas les codes culturels, on ne peut pas. C'est simple. Personnellement, il y a un tas de... C'est un langage. Oui, c'est un langage. Mais c'est un langage ça c'est un autre sujet, qui n'est pas réductible aux autres langages. C'est-à-dire qu'on peut faire un métalangage, un discours, ce que je fais tous les jours autour de l'art, mais ça ne va pas remplacer le tableau. Et dans le milieu artistique aujourd'hui, en parlant de langage, on constate de plus en plus peut-être un changement de langage vis-à-vis de la critique d'une œuvre d'art. Je parle de ça à partir d'un article qu'a écrit un journaliste américain, Wesley Morris, dans le New York Times, qu'il a appelé Morality Wars, donc guerre de moralité, qui pose en fait la question de comment aujourd'hui peut-on juger ou critiquer une œuvre d'art, quels sont les critères. Et selon lui, ce sont aujourd'hui, en tout cas, uniquement des critères de justice morale, de si l'œuvre alors est non, ça va éthique ou même non. plus loin. C'est qu'en tant que mâle blanc, aux États-Unis, je serais malvenu aujourd'hui de critiquer l'œuvre une artiste noire. Hein. En tant que mâle, d'ailleurs, je devrais m'interdire de critiquer l'œuvre de femme. Même si les Gorilla Girls me reprocheraient de parler que des hommes. Vous voyez, on est un peu dans une contradiction, là. On ne sait plus très bien comment travailler. Enfin, nous, personnellement, je m'en tamponne, mais c'est vrai que dans l'espèce d'ordre, j'ose pas dire ordre moral, parce que c'est ridicule, l'ordre moral, c'est plus grave que ça, encore que, ou plus important. Les façons de regarder une œuvre sont devenues moins commun à tous. Je veux dire, tous les étudiants en histoire de l'art passaient par la lecture de Panofsky, l'iconologie, etc. Bon. Aujourd'hui, je crois même qu'on a supprimé le cours d'histoire de l'art général de je ne sais plus quelle très célèbre université américaine, parce que c'était l'expression d'une culture européano-centrée. Bon, ben, tant pis. Pas de dire tant pis pour les pauvres élèves, quoi, parce que quand ils vont se retrouver devant le Poussin, ils vont être aussi perdus que les miens. Et puis quand ils vont se retrouver devant un Klein, n'en parlons pas. Encore que je pense qu'il soit plus facile d'intégrer un Klein qu'un Poussin aujourd'hui, parce que il est plus proche d'une culture contemporaine. D'accord. Hein. Pour lire un Poussin, il faut vraiment avoir appris à lire. Oui, totalement. Même si ça représente des personnages figuratifs dans une nature très représentée. Oui. Alors oui, il y a un vrai problème aujourd'hui de choix de société. Alors c'est plutôt à vous de le faire. Moi, je suis trop vieux. Je veux dire, je vais pas changer d'avis à mon âge. Si, je change d'avis tous les jours, mais pas sur les principes. Et je trouve révoltant, c'est arrivé je crois, dans une école d'art en France récemment. Un professeur de cinéma a passé un extrait du Mépris. La scène, vous savez, où Brigitte Bardot demande à Piccoli s'il aime certaines parties de son anatomie. Et là, quelques étudiantes se sont levées en disant que c'était scandaleux. Et le prof a été obligé d'arrêter son cours. Bon, je suis assez content de pas vieillir. Malheureusement, je vais vieillir dans ce monde-là, mais je vous souhaite bien du plaisir, mesdames. Parce que ça s'annonce pas rigolo. Oui, c'est tout à fait ce que vous dites. Wesley Morris parle, dans une de ses phrases de son article, il dit « Nous discutons moins de savoir si une œuvre est de bonne qualité artistique, mais simplement de savoir si elle est bonne pour nous, pour la culture, bonne pour le monde. » Donc finalement, on est en train de dénaturaliser l'objectif premier de l'artiste. Oui et non, mais c'est une question de choix. Vous savez, on peut parfaitement... moi, j'ai énormément de respect pour les gens que l'art indiffère. On a parfaitement le droit de s'en foutre complètement, de vivre heureux avec une tapisserie représentant une biche au sous-bois. Il faudra que je m'en achète une, d'ailleurs. Et ça me fera des vacances. Non, c'est parfaitement légitime. Bon. De même qu'on n'a pas fait parfaitement le
le droit de trouver que l'idée est belle, mais pas l'œuvre. Après, c'est le choix ou pas de l'acquérir ou de la conserver ou simplement de ne pas la regarder. Mais c'est cette liberté-là qu'on est en train d'essayer de nous grignoter. On voudrait me dire ce qui est bon pour moi. Je ne suis pas sûr que ce soit très sain pour la démocratie, ça. Mais qu'une œuvre soit utile, ouais. D'abord, regardez les grandes tapisseries médiévales, c'était d'abord là pour limiter les courants d'air dans les châteaux. Oui, et puis elles étaient là aussi pour raconter une certaine histoire. Oui, bon, il y a aussi une histoire, mais il y a une fonction. Oui. Hein, sinon, on serait contenté de la peindre sur le mur. Voilà. Et pour finir, une dernière question sur votre monographie sur Ivan Messac. Vous l'avez intitulée De la peinture avant toute chose. Par là, vous signifiez... Alors, c'est une discussion que j'ai eue avec lui. D'accord. Donc, je peux vous en parler parce que il sait ce que j'en pense. Ivan est aussi sculpteur. Mhm. Et personnellement, je préfère ses sculptures. D'accord. Donc, je crois que le titre est de lui. D'accord. Et vous pensez que par ce titre, il tentait de dire que avant toute morale, avant toute éthique, regardez ma peinture et on en parle après? Alors, de toute façon, il faut la regarder. Oui. Bien sûr. Même si Messac a des engagements politiques, ou a eu des engagements politiques très, très prononcés. Je dirais. Peut-être pas aussi, j'allais dire primaire, non, peut-être pas aussi immédiat que ses petits camarades de la figuration narrative qui l'ont précédé, mais lui s'est beaucoup intéressé, par exemple, à travers ses grands portraits de Geronimo, à la situation actuelle en son temps des Indiens d'Amérique du Nord, qui étaient, vous savez, en révolte à l'époque, encore, un siècle après Wounded Knee, ils ont recommencé, bon. Donc il y avait cet aspect politique dans l'œuvre de Messac, qui était un peu moins visible maintenant, encore que, en cherchant bien, on devrait y arriver. Mais c'est pas parce que, je veux dire, j'ai travaillé au Centre Pompidou, vous l'avez rappelé, mais j'ai beaucoup travaillé sur une exposition qui s'appelait Face à l'histoire. Et Face à l'histoire, on essayait de comprendre, avec le commissaire principal, Jean-Paul Hamelin, on essayait de comprendre comment réagissaient les artistes modernes devant l'événement historique. C'est précisément des gens qui étaient partis dans leur propre œuvre, pas forcément jusqu'à aller vers l'art pour l'art, mais en tout cas qui avaient une démarche qui était tout à fait auto-centrée. Comme ça. Picasso, il peint, il fait du cubisme, il fait pas du cubisme. Bon. Enfin, il fait des Picasso. Bon. Et un jour, on lui bombarde Guernica. Et là, il fait un tableau engagé. Après, il en fera d'autres, mais il fait un tableau qui n'est pas du tout dans la logique de son travail d'alors. Hein. Parce qu'il est rattrapé par l'événement, il est face à l'histoire. Hein. Donc, on s'est posé cette question-là, oui, de qu'est-ce qu'on va mettre dans cette exposition, parce qu'il y a plein d'artistes qui ont fait ça. On aurait pu mettre les réalistes socialistes, on n'a pas voulu le faire, et puis on n'avait pas la place, et puis on trouvait ça moche, mais il y a pour un tas de raisons, on n'a pas mis les soviétiques, quoi, par exemple, mais on a mis les avant-gardes soviétiques, parce que c'est précisément celle-là qui nous intéressait, comment les avant-gardes soviétiques réagissent au retour à l'ordre de Staline, à ce réalisme socialiste qui s'implante tout d'un coup, alors qu'ils ont été parmi les artistes les plus créatifs du début du XXe siècle. Et c'est parmi ceux qu'on a exclus, parce que on pensait que c'était pas pertinent par rapport à notre propos, c'était pas par choix esthétique, c'est ce qu'on a appelé les professionnels de l'engagement, d'une manière générale, donc les réalistes socialistes, les gens qui font de l'engagement politique un credo, enfin, et qui mettent ça avant la qualité de l'œuvre. Moi, ce qui nous intéressait, c'était des œuvres importantes, mais faites par des gens qui les faisaient par surprise, par accident, parce qu'ils étaient face à l'histoire. Tout d'un coup, puis quand l'histoire vous rattrape, il faut bien réagir. Ouais. Voilà. J'ai oublié votre question. Vous y avez répondu. Oui, non, vous avez répondu, c'était ça. Enfin, c'était clairement... Puis c'était très intéressant d'entendre votre parcours sur cette exposition qui, en fait, finalement, face à l'histoire, où nous force l'artiste à réagir, comme vous dites, tout simplement, c'est une réaction de son œuvre, n'est que la réaction de ce qu'il
de ce qu'ils vivent. Oui, oui. Et bon, je vous rassure, on n'a pas pu avoir le prêt de Guernica, mais on en a eu d'autres. Hein, et c'est une exposition intéressante parce que justement, elle obligeait à regarder comment l'art pour l'art tient pas longtemps la route, quoi. Et bien, sur ces mots, si vous le voulez bien, nous allons clore ce premier épisode. Merci beaucoup, Harry Bellet, de vous être joint à nous et d'avoir apporté des éléments de réponse à notre questionnement. L'art pour l'art, cet absolu est-il encore possible aujourd'hui ? L'art pour l'art. L'art pour l'art, le podcast qui s'interroge sur la place de l'art engagé aujourd'hui.